Retour sur nos enquêtes, donc avec Dan Israël, bonsoir, Bonsoir. et Hélène Salvi, bonsoir. Bonsoir. Dan, tu as publié lundi une enquête sur Uber, cette fameuse plateforme leader sur le marché des VTC, ou plutôt sur un des trésors cachés de Uber. C'est une filiale française, qui fait beaucoup de cash, qui fait beaucoup de bénéfices, plus de 500 000, environ 500 000 euros par an. Et c'est une filiale qui est parfaitement illégale au regard du droit français. Donc, de quoi s'agit-il ? Oui, alors Inter, effectivement, donc la filiale en question s'appelle Inter. Elle est enregistrée aux Pays-Bas, mais exerce en France. Alors c'est assez simple, c'est un petit business en gros que Uber a sous le coude et de façon assez discrète. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont propriétaires d'une licence pour exploiter des VTC. Ça veut dire qu'ils sont inscrits au registre de tous les exploitants de VTC et ils louent. Il faut une licence. Voilà, exactement. Alors pour commencer peut-être. C'est pas une licence de taxi, c'est une licence voilà. VTC. Pour être conducteur VTC, il faut sa carte professionnelle, d'une part, et d'autre part, être inscrit dans un registre qui est donc c'est ce qu'on appelle la licence, comme pour les taxis, mais là c'est pour les VTC. A priori, c'est une licence qui est personnelle, donc soit pour une personne, soit pour une entreprise, une personne morale. Donc l'entreprise peut éventuellement prêter sa licence à ses propres salariés. Voilà. Mais ce que fait Uber via sa filiale Inter, c'est qu'elle loue cette licence contre une commission sur toutes les courses pendant quelques mois. C'est temporaire. C'est-à-dire que quand un jeune homme ou une jeune femme arrive chez Uber en disant « je veux être chauffeur, ça y est, j'ai ma carte professionnelle, je veux bosser avec vous », le problème, c'est qu'il faut aussi qu'il demande cette fameuse licence. Pour ça, il faut avoir déjà un véhicule prêt à être utilisé, et donc les coûts s'accumulent. Donc ce que Uber propose régulièrement, c'est vous voulez commencer à bosser, on peut commencer tout de suite, on vous propose un petit arrangement, vous commencez à travailler avec la licence Inter, qui est en fait une licence Uber, et puis contre ça, vous nous payez 5% des courses que vous faites, et comme ça, on peut La rémunération, c'est 5%. 5%. Donc, qui vient s'ajouter à la commission Uber, Voilà. qui, elle, est de 25%. Oui. Voilà, alors qui est de 25% depuis tout récemment, qui avant était de 20%. Donc, quand vous faites une course Uber, vous utilisez une voiture Uber, vous payez, je dis n'importe quoi, 10 euros au chauffeur. Il y a 2 euros qui vont chez Uber. Et pour tous les chauffeurs débutants qui utilisent cette licence temporaire, en plus, il faut mettre 50 centimes dans la poche de Uber. Alors, bon, effectivement, Uber a en fait copié quelque chose qui existe chez les taxis. Par exemple, les grandes compagnies de taxis parisiennes, G7 par exemple, détient 1 millier de licences qu'elle loue à des chauffeurs. Voilà. Donc ça, c'est en tout cas toléré. Le problème Et ça, c'est un système qui n'avait pas été rendu public, justement. Non, c'est quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait connu dans les milieux des chauffeurs. Tout le monde en parle. C'est vraiment un secret de polichinelle, mais ça n'avait jamais été révélé en tant que tel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, quand je les ai appelés, le secrétariat d'État au transport, après moult hésitations, a reconnu que la pratique était illégale. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de louer une licence de VTC. La seule façon qu'aurait Uber d'utiliser, parce que les chauffeurs Uber ne sont pas salariés. Voilà, la seule façon qu'ils auraient de faire, c'est de les salarier. Voilà. Et donc, en 2 ans, 2014-2015, sur les chiffres qu'on a, ça a rapporté 450 000 euros net après impôt. Donc, c'est très rentable. En fait, ça coûte rien, c'est juste un paravent légal, enfin, d'une société qui fait qu'en gros, Uber touche de l'argent en plus de ses chauffeurs débutants, dirons-nous. Voilà. Et dans toutes les manifestations, parce qu'il y a encore eu une manifestation lundi des chauffeurs de VTC contre Uber, contre l'augmentation de la commission, le passage de 20 à 25%, c'est une histoire qui finalement n'était pas sortie jusqu'à maintenant. Non, tout à fait. J'étais un peu surpris parce que ce qui est très étonnant, c'est que cette société Inter dépose ses comptes, à pignon sur rue, si on peut dire, tout ça est accessible légalement. Dans ses comptes, il est écrit que son business, c'est de faire de la location de licence. Donc tout ça est su, tous les chauffeurs en parlent, et tout le monde se pose la question, est-ce que c'est légal, pas légal ? Et donc en fait, on ne savait pas tellement, et ça n'avait jamais été vraiment raconté. Le nom Inter a été cité dans un procès où les dirigeants d'Uber sont venus, le procès de Uber Pop, qui était un autre système découlant d'Uber. Et bon, ils sont passés vite sur le sujet, parce qu'ils ne voulaient pas trop s'attarder. Donc voilà, et par ailleurs, c'est assez frappant, parce que il y a des chauffeurs qui sont allés alerter les autorités, ou en tout cas poser des questions aux autorités en disant qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, depuis décembre 2015. Donc ça fait plus d'1 an que l'information circule, qu'en gros les autorités ne savent pas trop quoi faire. Pendant très longtemps, les policiers... Alors si c'est illégal, comment ça ils ne savent pas trop quoi faire ? Parce que c'est illégal, alors c'est une sorte de vide juridique, il y a écrit nulle part, il est interdit de louer la licence. Ce qui est écrit, c'est que la licence est personnelle.
Voilà. Et par ailleurs, c'est effectivement une façon pour Uber de faire démarrer ses chauffeurs plus vite, de mettre des gens au boulot. Je reprends le discours de Uber, de mettre tout le monde au travail. Et donc j'imagine que le gouvernement était assez sensible à cette question. Et donc pendant très longtemps, les policiers qui contrôlent les taxis et les VTC, chaque fois qu'ils attrapaient un conducteur qui avait une licence Inter, ils lui disaient « Alors tu sais que c'est limite, hein, ton truc, c'est... Bon, allez, cette fois-ci on tolère, mais recommence pas, ou vite, va faire ta licence toi-même. » A priori, les autres plateformes type Hitch, etc. font ça Oui. A priori, là, je ne l'ai pas écrit parce que je peux pas, j'ai pas pu avoir assez d'éléments dans mon enquête, mais il n'y a pas du tout seulement que Uber qui utilise ça. Après, il y a différentes conditions, voilà, donc notamment chauffeur privé. Selon les témoignages que j'ai, propose une licence. Alors, elle n'est pas forcément payante, de ce que j'ai compris, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ils ne font pas de business dessus, mais néanmoins, ils utilisent ça. Et puis, il y a un autre système qui est une façon de contourner un peu l'esprit de la loi, qui serait sans doute plus légal en termes, vraiment, si on regarde la lettre de la loi, qui passe par une des sociétés de portage salarial, c'est-à-dire que vous vous inscrivez dans une société qui vous fait des feuilles de paye, mais bon, finalement, c'est la même chose, vous payez le service. Donc, voilà. Alors, on a vu les nouvelles manifestations cette semaine des chauffeurs. On en est où, là, des négociations entre chauffeurs, c'est assez Uber, compliqué. C'est compliqué, en gros, la situation... Le conflit continue, en fait. La situation est bloquée. Qu'est-ce que disent les chauffeurs ? Les chauffeurs, ils disent tout simplement, aujourd'hui, pour gagner le SMIC ou un peu moins, il faut bosser 60-70 heures par semaine. Par ailleurs, on n'a pas de protection sociale, puisqu'on est souvent auto-entrepreneur. Voilà. Ce à quoi Uber répond... Peut-être, mais c'est mieux que rien, et sans nous, vous n'auriez pas de boulot, et il faut qu'il y ait une masse critique de chauffeurs pour que notre service fonctionne, et plus il y aura de chauffeurs, et moins les courses coûteront cher, plus vous travaillerez, voilà. Donc c'est deux positions à peu près réconciliables. On va dire l'année dernière, au début des premières manifestations et des mouvements, les chauffeurs en colère étaient assez minoritaires, parce que la plupart des chauffeurs commençaient à travailler, étaient contents d'avoir du boulot, etc. Au fur et à mesure, la désillusion arrive un peu quand même, et donc ils sont de plus en plus suivis. Et donc le gouvernement a essayé de créer une médiation qui est menée par un monsieur qui s'appelle Jacques Rapoport, et c'est plutôt au point mort. D'accord. Merci, Dan. De rien. Alors, on en vient à la politique, et dans la politique, il n'y a pas que la primaire socialiste dans la vie, il y a aussi la droite et son candidat, François Fillon. François Fillon qui a fait un gros rappel à l'ordre et à la discipline ce week-end à l'occasion d'un conseil national des Républicains, parce que chez Fillon, ça coince, ça rame, ça proteste, ça grogne de toutes parts. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est pas tellement chez Fillon que ça grogne, ça proteste et ça, chez les Républicains. Et ça grince de toutes parts. C'est plutôt dans les différentes écuries qu'on a pu connaître à l'occasion de la primaire. Ce qui se passe, c'est qu'on a quitté François Fillon fin novembre avec un vrai plébiscite. Au second tour, il a rassemblé près de 70% des suffrages, ce qui était assez énorme. Il disait lui-même qu'il était porté par une dynamique puissante, etc. Il y avait beaucoup d'argent dans la primaire, il y avait une belle mobilisation et un score sans appel. Et on le retrouve un peu plus d'un mois plus tard dans une sorte de disette médiatique avec énormément de cafouillage autour d'un sujet qui est celui de la sécurité sociale, où on a entendu de son conseiller le plus proche, Jérôme Chartier, expliquer que finalement il fallait faire la différence entre petit et gros rhume. Et puis on le retrouve sous le feu, puisqu'il explique samedi, il déclare « Les balles sifflent de partout. Oui. Visiblement, je gêne certains. » Alors les certains, c'est qui ? Alors, il parle évidemment officiellement de ses adversaires politiques officiels, c'est-à-dire le Front National, le Parti Socialiste et puis la gauche en règle générale. Mais en vérité, il parle aussi de ses adversaires en interne au sein de son propre parti, parce que c'est assez étonnant, mais on a vu arriver au sein de Les Républicains, qui a toujours été un parti, ma foi, assez... de tradition bonapartiste, c'est-à-dire le chef, on suit le chef, et puis on ne bouge pas une oreille. Là, le parti se découvre des frondeurs avant la présidentielle. Donc c'est assez extraordinaire. Et ces frondeurs-là, ils viennent du camp de Nicolas Sarkozy. Ah, revoilà les sarkozystes, ils bougent encore. Voilà, ils bougent encore. On n'avait pas tellement de doute sur le fait que ça ne se passerait pas comme ça. Hein. C'est-à-dire l'idée même d'un grand rassemblement final entre tous ces gens qui se détestaient à la base était un peu utopique. Et de fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc on a vu la semaine dernière une séquence assez incroyable qui s'est déroulée en l'espace d'une journée d'abord sur des matinales où Laurent Wauquiez, qui était un des très très proches de Nicolas Sarkozy à l'époque, a remis en question le programme de François Fillon en parlant
d'un programme fait de sang et de larmes, qui sont les arguments plutôt privilégiés de la gauche en règle générale, et en remettant dans la machine l'idée des heures supplémentaires défiscalisées, ce que François Fillon balaye tout le temps, parce que ça va à contrario de ce qu'il propose sur la fin des 35 heures, etc. Donc il a été, François Fillon, contraint de s'expliquer et de ferrailler avec son propre camp, enfin, c'est-à-dire avec celui qui était censé être son allié. Le soir, il est à Nice en meeting pour parler d'autre chose que de social, parce qu'il patine un peu dans la semoule sur ce sujet-là. Donc il voulait faire une espèce de rassemblement autour des questions sécurité, immigration. Donc il a choisi Nice, de fait, comme d'habitude. Et là, il se retrouve face à Christian Estrosi, ancien maire de Nice, patron de la région PACA, et ancien soutien de Nicolas Sarkozy, qui, lui, à la tribune, face à François Fillon, lui dit qu'il ne faut pas oublier les classes populaires, il ne faut pas faire un programme qui soit dénué de tout sens social. Voilà. Mais en même temps, dans le discours que Fillon fait samedi, c'est quand même un peu un discours de sergent-chef. C'est mon programme ne sera pas amendé, donc tout ce que vous demandez, vous l'oubliez. 2, je veux de l'ordre et de la discipline. J'attends de la responsabilité et de la discipline. Et 3, vous allez devoir supporter mes sourcils broussailleux, que ça vous plaise ou non. Donc, c'est pas le meilleur moyen de rassembler son camp, quand même. Et c'est vrai que peu de places ont été faites aux dits sarkozystes dans les différents organigrammes. Alors, c'est un peu la problématique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 sujets. Il y a un sujet de fond qui est ce sujet des classes populaires, qui est une vraie alerte. C'est-à-dire que ces classes populaires, elles se sont peu ou pas déplacées à la primaire, et ça va être un vrai défi pour François Fillon face à Marine Le Pen en mai prochain. Et que les sarkozystes parlent de ça, en soi, c'est une vraie alarme qui sonne. Ensuite, il y a le côté, et c'est assez évident en politique, il y a le côté égo-trip, quoi. C'est-à-dire que François Fillon a tellement été malmené pendant 2 ans, et puis même avant, par les sarkozystes, on ne va pas répéter, mais le collaborateur et tout ça. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même été méprisé pendant des années et des années, qui sort avec un score incroyable, qui écrase des gens qui l'ont écrasé pendant des années. Enfin, après, sans tomber dans la psychologie de comptoir, il y a quelque chose d'un retournement un peu étonnant, et qui fait qu'il se sent assez satisfait de cette situation. Mais du coup, il a aussi annoncé que s'il était élu, en mai prochain, il ferait un gouvernement très resserré de 15 ministres, un commando de 15 ministres, c'est ce qu'il dit, pour partie, peut-être pour moitié issus de la société civile. Ouais. Ce qui fait que le soutien de Castries cette semaine, le soutien de Castries, le gouvernement, déjà un grand ministère. Voilà, il a fait tout un groupe issu de la société civile, etc. Donc en ça laisse 7 ministres politiques. Voilà, 7 ministres politiques, sachant que il n'en parle pas trop, il reste volontairement flou là-dedans, mais enfin là-dessus, mais à un moment il va falloir parler de parité, hein. Donc ce qui fait que tous ces beaux hommes sarkozystes, ils se disent bon alors 7 postes. Bon, même si on met 2 femmes, allez, 3 femmes, si on est gentil, ça nous laisse 4-5 postes. Il faut grosso modo, autres tendances de la droite. Donc, voilà. En gros, ça fait un petit poste pour les sarkozystes. Ça fait un petit poste pour les sarkozystes et peut-être des secrétariats d'État, parce que là aussi, il reste un peu flou sur cette question. Donc peut-être que certains vont avoir un secrétariat d'État au sport, la belle affaire. Donc ils voient ça et ils se disent concrètement, quel est notre intérêt là-dedans pour nous ? Enfin, c'est des gens qui se voyaient déjà ministres. Hein. Enfin, faut voir un peu aussi. Bon, mais alors question, puisqu'un de ses proches que tu cites dans ton article de ce week-end dit, un des proches de Fillon dit, ils sont en train de le torpiller. Question, est-ce que les sarkozystes jouent la défaite de Fillon ? Il y a clairement des sarkozystes qui jouent la défaite de Fillon. Et ils sont, évidemment, ils ne le diront jamais comme ça. Laurent Wauquiez, au Conseil national, a dit, mais évidemment, on est tous rassemblés derrière toi, mais en même temps, tu sais, l'unité, c'est pas l'uniformité, etc. Il y a des gens comme Laurent Wauquiez que la défaite de François Fillon arrangerait beaucoup plus qu'une victoire, parce que s'il gagne, prenons juste l'exemple de Laurent Wauquiez. François Fillon gagne en mai prochain. Laurent Wauquiez n'a certainement pas de poste ministériel, en tout cas de premier plan. Or, s'il perd, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un congrès réformateur derrière, on reconstruit toute la droite, on refait une droite peut-être
on repense la droite. On imagine même qu'on la repense en remettant dans le Mais on est schmilblick quand l'histoire même chez les apprentis sorciers, là, parce qu'il y a le Front National qui est quand même... Oui. 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 Bon. Donc ils s'occupent de leur petit nombril et de leur futur poste, c'est ça. Oui, c'est ça. Et pendant ce temps, Fillon est en train de perdre une partie du centre sur les investitures législatives. Oui, alors Il a toujours l'hypothèque Bayrou. Et il y a le Michou la colère de 2017, c'est-à-dire Michou la colère, c'était Michel le surnom Debré, hein. de Michel Debré en 81, qui est Henri Guénaud. Oui, bon, alors, je ne suis pas certaine que... Déjà, Michel Debré avait fait un score plus que moyen en 81, mais je ne suis pas certaine que Henri Guénaud puisse être comparé à Michel Debré aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas Il est s'il aussi va... en colère que lui. Hein. Oui, il est très en colère, il veut l'héritage gaulliste, il n'y a pas de problème, je pense qu'on est sur les mêmes thématiques, mais en même temps, je ne suis pas persuadée que ce soit un vrai risque. En revanche, le centre, c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Là, ils sont en train de négocier en Commission nationale des investitures sur qui aura telle circonscription. Il semblerait que l'UDI, donc dirigée par Jean-Christophe Lagarde, ait des velléités... ma foi, assez conséquente, étant donné qu'ils demandent entre 75 et 80% des circonscriptions, ce qui est énorme, quand les Républicains souhaiteraient leur en accorder 40. Donc on est vraiment très loin du compte. Et il y a une vraie crainte du côté de la droite aujourd'hui, c'est de voir l'UDI s'en aller discrètement du côté de Macron. En tout cas, regarder assez fortement. La semaine dernière, Macron était à Lille et il y a un responsable UDI, un politique, qui a assisté à son meeting. C'est des petits signes comme ça, en fait, qui leur échappent pas. Donc, ils sont un peu... on m'a dit tout à l'heure une formule que je trouve... Ils sont un peu dans le côté, on va pas être cocu et payer la chambre en plus, quoi. Ah, c'est élégant, oui. C'est très joli. élégant, comme à l'accoutumée. Hein. Donc, Ok, voilà. merci Hélène. Donc de toute façon, la droite, on y reviendra. C'est au moins aussi compliqué et intéressant que le Parti socialiste, quoi. Oui. Hein